Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur notre chaîne cette semaine pour un troisième point cyber. Nous allons évoquer durant ce point cyber des fuites de données, de nouvelles techniques de phishing, l'opération Magnus et nous finirons par un cas pratique que nous avons eu en région. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler malheureusement des fuites de données qui ont eu lieu ces dernières semaines. Cette fois-ci, c'est au tour des missions locales, qui, nous le rappelons, ont pour objectif d'aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. En effet, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre 2024, leur système d'information e-Milo, qui sert entre autres à construire des dossiers numériques des jeunes s'inscrivant à la mission locale, à gérer toutes les demandes d'allocation et aussi d'assurer le suivi et les échanges avec les entreprises partenaires, a été piraté. Les données compromises comportent des informations telles que les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, mais aussi les adresses électroniques, postales et les numéros de téléphone des jeunes inscrits dans la mission locale actuellement, mais également ceux qui y ont été inscrits par le passé. Il s'agit donc d'un piratage d'envergure, et là encore, les répercussions peuvent être importantes. Nous en avions déjà parlé il y a 2 semaines avec la fuite de données qui concernait Free. D'ailleurs, concernant cette dernière, le hacker, auteur de la fuite de données, a confirmé que la base de données de Free avait été rachetée par un acteur qui, malheureusement, reste inconnu et qui n'est pas Free. Pour rappel, il s'agissait du même type de données, à savoir tout ce qui était données contractuelles et de facturation, mais également, pour certains, il s'agissait de données bancaires, type IBAN ou autre. Pour Free, il s'agissait de 43,6 gigaoctets de données, et elles étaient revendiquées par le hacker pour 175 000 $. Au sein de ces 43 gigas, vous retrouviez des informations personnelles sur plus de 19,2 millions de clients, et ce sont 5,11 millions d'IBAN et autres identifiants bancaires qui ont fuité. Alors, quelles mesures ont été prises par ces deux organismes ? Commençons par la mission locale. Il faut tout de même préciser qu'aucun IBAN ou autre coordonnée bancaire n'a fuité durant le piratage de la mission locale. La mission locale a réagi très rapidement et a envoyé un message aux personnes concernées. Un communiqué officiel du ministère du Travail et de l'Emploi a également été publié et envoyé pour clarifier la situation auprès du grand public. Du côté de Free, la CNIL avait déclaré qu'un formulaire en ligne permettrait aux victimes de déposer une plainte plus rapidement, évitant ainsi de se déplacer dans une brigade de gendarmerie ou de police. Ce formulaire n'est finalement plus d'actualité. En effet, la mention de ce formulaire sur le site cybermalveillance.gouv.fr a été retirée. Free a en revanche beaucoup communiqué sur les bonnes pratiques et rappelle à tous qu'il faut désormais faire très attention aux emails reçus. Nous avions notamment parlé du risque lié à l'hameçonnage il y a 2 semaines et de la nécessité de faire attention à l'expéditeur des emails. Nous vous invitons également à faire attention à tout appel téléphonique, SMS et autres canaux de communication. Partez désormais du principe que les attaquants, que ce soit dans les cas de fuite de données, des missions locales ou celles de Free, ont accès à énormément d'informations vous concernant. Il sera donc très facile pour ces derniers de monter des arnaques extrêmement crédibles. Pour ce qui est des abonnés Free, si vous faites partie des personnes concernées par la fuite de données bancaires, un attaquant a désormais énormément de données sur vous et il pourrait réussir à se faire passer pour vous auprès d'un conseiller bancaire. Ces derniers sont formés et feront attention, mais personne n'est infaillible. Vérifiez régulièrement vos comptes et, en cas de mouvement suspect ou de sommes excessives qui disparaissent, avertissez immédiatement votre banque. Nous vous rappelons que pour les particuliers, et conformément à l'article L133-18 du Code monétaire et financier, la banque doit procéder au remboursement immédiat des opérations non autorisées. Une menace un peu plus insidieuse concernant l'incident de Free est celle du SIM swapping. En effet, avec l'ensemble des données collectées chez Free, un attaquant pourrait réussir à se faire passer pour vous et à faire rééditer une carte SIM avec votre identité et votre numéro de téléphone. Cette technique est notamment utilisée dans le cadre des campagnes visant justement à effectuer des arnaques. Si vous avez une perte de service sur votre téléphone, comprenez que vous perdez d'un coup le réseau et qu'il ne revient pas du tout. Avertissez immédiatement l'opérateur. En effet, plus rapidement vous avertirez votre opérateur et plus rapidement vous récupérerez vos services et éviterez potentiellement des arnaques. De plus, le SIM swapping peut également vous nuire directement, puisque l'attaquant peut utiliser cette nouvelle carte SIM en votre nom pour effectuer des appels surtaxés, de la surfacturation ou toute autre arnaque qui seront impactées directement sur vos finances personnelles. Pour ce second sujet, nous allons parler de nouvelles techniques de phishing. Les arnaqueurs sont, comme vous l'avez remarqué, de plus en plus ingénieux dans leurs techniques d'arnaque. Il est effectivement beaucoup plus facile de passer directement par l'humain, qui est une faille permanente dans les systèmes, que de perdre énormément de temps à pirater le système d'un simple utilisateur. La cybercriminalité est un business, et, comme dans tout business, l'objectif est de faire un maximum de rentabilité en un minimum de temps. Dans ce contexte, nous allons aborder une technique de phishing qui a commencé à se répandre et qui a été utilisée notamment dans l'objectif de pirater des gestionnaires de mots de passe.
Les gestionnaires de mots de passe sont des outils numériques, tels que des logiciels qui vont générer et stocker des mots de passe pour vous. Il en existe de nombreux, avec des capacités et des fonctionnalités différentes. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Mais nous ne pouvons que vous conseiller de vous en procurer un. Ils ont pour objectif de faciliter la sécurité des utilisateurs. En effet, il est recommandé de ne jamais réutiliser 2 fois le même mot de passe sur Internet. Et cela peut sembler une mission impossible. Mais grâce au gestionnaire de mots de passe, vous n'avez qu'à retenir un seul et unique mot de passe complexe. Celui de ce dernier, et lui retiendra le reste de tous vos mots de passe. La problématique, vous l'aurez compris, c'est que toute la sécurité repose sur la robustesse du chiffrement des données et sur le seul et unique mot de passe que vous allez entrer. Pour la première problématique, la robustesse du chiffrement, les fournisseurs de services restent pour la plupart totalement transparents concernant le type de chiffrement utilisé et utilisent en général les technologies de pointe et les plus avancées dans le domaine. En revanche, la deuxième problématique, à savoir la robustesse du mot de passe, elle repose essentiellement sur vous. En effet, il est inconcevable d'utiliser un gestionnaire de mot de passe avec un mot de passe de verrouillage de ce dernier contenant seulement 5 caractères. Je vous déconseille également et fortement de garder ce mot de passe enregistré, que ce soit dans votre navigateur ou n'importe où dans votre ordinateur. Privilégiez des méthodes de création de mots de passe complexes. Vous en trouverez sur Internet. Malgré tout, et nous allons revenir à notre sujet initial, LastPass, un gestionnaire de mots de passe, assez réputé d'ailleurs, a mis en garde contre une campagne de phishing en cours dans laquelle les attaquants utilisent les espaces de commentaires des moteurs de recherche tels que Google ou même de sites de notation pour se faire passer pour un centre d'assistance. Ici, celui de LastPass. Les arnaqueurs laissent un commentaire à 5 étoiles dans lequel ils invitent les utilisateurs ou futurs utilisateurs à les contacter en cas de souci ou pour une assistance dans la mise en œuvre de ce logiciel. Ils laissent un numéro de téléphone pour les contacter. Quand un utilisateur appelle ce numéro de téléphone, il se retrouve avec un arnaqueur se faisant passer pour le centre de support de LastPass et lui donnant des instructions dans le but soit de récupérer directement le mot de passe de son gestionnaire de mot de passe, soit de lui faire installer un service d'assistance à distance qui s'avère en fait être un malware et qui collectera des données de l'utilisateur, et notamment des frappes de clavier, etc., permettant la récupération du mot de passe du gestionnaire de mot de passe. Là encore, rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. En effet, si vous en aviez conscience et que vous faites attention à ce genre de menaces, vous n'irez pas appeler un numéro de service se trouvant dans les commentaires. Comme vous le remarquez, la plupart de ces arnaques partent de choses très simples et agissent uniquement sur la méconnaissance des utilisateurs. En vous renseignant, vous vous sécurisez presque immédiatement face à ce type de menace. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient encore plus de sécurité, n'hésitez pas à renforcer la sécurité de votre gestionnaire de mot de passe, ou de tout autre logiciel d'ailleurs, notamment en ajoutant ce que plusieurs proposent, un double facteur d'authentification, ou encore un verrouillage par empreinte digitale. Sans transition, nous tenions également à vous avertir du retour d'une très ancienne technique, appelée le past-jacking. Derrière ce terme, il suffit de comprendre l'arnaque au copier-coller. Il y a assez longtemps maintenant, les attaquants et les arnaqueurs n'hésitaient pas à interagir avec la victime en lui demandant d'entrer directement des lignes de code dans l'ordinateur, via l'invite de commande de Windows par exemple. L'évolution des interfaces des nouveaux systèmes d'exploitation et le fait que les utilisateurs n'aient plus du tout l'habitude de passer par des lignes de commande avaient fait tomber en désuétude cette technique. Les équipes de sécurité de Vadé ont récemment mis en lumière le retour de cette technique. Les attaquants utilisent désormais le phishing comme premier moyen de contact et de déclenchement de la méthode. En effet, ils vont par exemple s'appuyer notamment sur un document manquant dans un mail ou une facture impayée. Ce sera un prétexte pour envoyer un fichier par email de type HTML, qui est un format de page web. Cette page web imite une application web telle que Word Online, par exemple. Effectivement, avec l'essor des applications web comme la suite Office et bien d'autres, les utilisateurs ne sont pas choqués de voir leur navigateur s'ouvrir quand ils cliquent sur une pièce jointe dans un mail. La différence est que ce fichier n'est pas un fichier texte, par exemple un fichier Word, mais bien une page web en format HTML. La page web est montée, construite, comme je le disais, de telle façon à imiter une application web, ainsi qu'une erreur dans cette dernière. C'est cette erreur qui va pousser la victime à interagir par méthode de copier-coller. Cette erreur va expliquer comment lancer l'invite de commande et donner l'ensemble des instructions à entrer dans cette invite de commande. Officiellement, il s'agit d'une méthode permettant de résoudre un problème rencontré lors de l'ouverture du fichier. Mais officieusement, les lignes qui sont copiées-collées dans l'invite de commande sont souvent d'ailleurs faites en administrateur, car les utilisateurs des postes personnels, et même assez régulièrement malheureusement dans le milieu professionnel, sont eux-mêmes administrateurs de leur poste, vont installer un logiciel malveillant.
Ici, le malware n'est autre que Darkgate. Darkgate est une famille de logiciels malveillants très sophistiqués, qui utilisent des techniques permettant d'éviter la détection par les solutions antivirus classiques, ce que l'on appelle dans le milieu un loader. Un programme qui sait faire de multiples choses, notamment de l'enregistrement de frappes, mais aussi de l'exécution d'autres logiciels. Derrière cette technique et ce malware se cache une équipe qui est très inventive et qui s'adapte très facilement aux différents pays qu'elle vise, mais utilise également des campagnes complètement distinctes les unes des autres. Il est donc très complexe d'identifier rapidement qu'il s'agit de cette arnaque. Là encore, la meilleure arme, comme dans toute technique de phishing, c'est la connaissance des utilisateurs et donc votre vigilance. Nous allons arrêter de parler de type d'arnaque pour aujourd'hui. Nous allons maintenant aborder une opération des forces de l'ordre de différents pays, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis, et qui a eu pour cible deux acteurs majeurs de la cybercriminalité, Redline et Meta. Ces deux menaces ont en commun d'être ce que l'on appelle des infostealers, ou en français des voleurs d'informations. Cette famille de menaces est à l'origine, la plupart du temps, des grosses fuites de données comme celle dont nous parlions au début de ce bulletin. Les deux acteurs en question ont permis en 2024 le vol de plus de 227 millions de mots de passe selon un expert de l'entreprise de cybersécurité Record Future. Le compte-rendu des forces de l'ordre fait état d'infrastructures mises à l'arrêt grâce à la saisie de 3 serveurs aux Pays-Bas et de 2 noms de domaine. Un communiqué a également annoncé l'identification et l'inculpation d'un homme soupçonné d'être l'un des administrateurs de Redline. Une information très intéressante, issue du rapport des forces de l'ordre, est l'obtention des bases de données clients de ces deux gros acteurs. Effectivement, nous vous en parlions. La cybercriminalité est organisée. Et il faut savoir que ces gros acteurs mettent à disposition des outils, ces derniers étant achetés par des pirates à travers le monde qui vont, eux, les exploiter. Le fait que les forces de l'ordre aient mis la main sur ces bases de données clients laisse la porte ouverte à de futures arrestations et pourrait apporter une certaine période de répit, voire un frein important à ces activités criminelles. Il faut toutefois rester patient et attendre les résultats définitifs de toutes ces actions avant de crier victoire. Il est important de rappeler que, notamment lors de l'opération de ce début d'année visant le groupe cybercriminel Logbit, il y avait eu une recrudescence des attaques en réponse à l'opération, suivie d'une forte perte d'activité du groupe Logbit. Malheureusement, rapidement, l'activité des ransomware a connu de profonds changements et s'est adaptée. Néanmoins, nous souhaitons souligner l'importance des coopérations internationales des forces de l'ordre, car elles ont un certain impact sur les activités cybercriminelles et permettent de limiter, voire de réduire certaines activités. Pour finir ce troisième point sur la cybersécurité, je souhaiterais vous partager un incident que nous avons eu à traiter. En effet, dernièrement, une attaque par compromission de compte sur une plateforme de gestion centralisée de terminaux de paiement a permis à un attaquant d'inscrire sur ces 10 terminaux un message et de bloquer l'utilisation de ces derniers. L'attaque a été commise par un acteur utilisant un VPN. Plusieurs entreprises de la chaîne de mise à disposition de ces terminaux, notamment les fournisseurs ainsi que les administrateurs de la plateforme, ont été concernés. La réaction rapide de l'entreprise, qui fournissait les services d'administration des terminaux, a permis aux clients de réagir rapidement et de contacter le support de la plateforme en question, qui s'est saisi immédiatement de l'affaire. La rapidité de réaction des acteurs de la chaîne a permis une reprise de service totale en moins de 4 heures. Nous avons pu conseiller l'administrateur des terminaux dans l'analyse et avons rapidement remarqué que dans le compte-rendu du support de la plateforme, une erreur avait pu être commise par l'attaquant. La connexion VPN de l'attaquant a dû se couper pour une raison inconnue, alors même qu'il était en train de réaliser les actions malveillantes. En sachant que la plateforme nécessite un certain niveau de compréhension et de connaissance pour effectuer des actions, notamment celles réalisées par l'attaquant, il nous a été assez rapidement aisé de supposer qu'il s'agissait d'une entreprise utilisant cette plateforme. Nous avons orienté tout de suite l'entreprise fournisseur, qui souhaitait qu'une enquête soit menée, vers un avocat spécialisé en cybersécurité. Un dossier a ainsi pu être rapidement monté et nous avons également pu mandater une entreprise spécialisée dans l'analyse forensique et dans l'OSINT, la recherche en source ouverte, qui a immédiatement pu trouver un nombre conséquent d'éléments à charge. Sur ce genre d'attaque, au-delà de la réponse technique classique telle que les rotations de mots de passe et autres procédés permettant d'endiguer immédiatement l'attaque, qui ont été réalisés par le support de la plateforme très rapidement au passage, une réponse juridique et l'emploi d'entreprises spécialisées dans la recherche d'éléments ont permis de monter un dossier qui devrait normalement mener à une condamnation. Nous continuons de penser que l'aspect juridique dans certaines affaires est primordial et de vous conseiller en ce sens. Bien que la perte d'exploitation fût minime et que l'impact sur les clients finaux reste globalement limité, nous avons bon espoir que les pertes financières ainsi que les préjudices subis puissent trouver une réponse juridique
appropriée. Voilà, c'est fini pour ce troisième point cyber. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté de toute publication de contenu sur notre chaîne. En attendant, restez vigilants et à bientôt.